à regarder après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne, et on y va sans plus tarder. L'affaire de ce soir se déroule un jour de fête nationale américaine. Si je te dis qu'on y célèbre la gratitude, la reconnaissance et le partage, qu'on y sert de la dinde rôtie comme plat principal avec de la purée de pommes de terre, de la sauce au canneberge et en dessert de la tarte à la citrouille ou à la noix de pécan, si je te dis aussi que pendant cette fête, on regarde traditionnellement un match de football américain ou les fameux défilés diffusés à la télé, tu l'auras certainement deviné, il s'agit de Thanksgiving, qu'on pourrait traduire par Action de grâce en français. Thanksgiving est une célébration annuelle très populaire aux États-Unis, chargée d'histoire et de tradition. Les origines de Thanksgiving remontent au XVIIe siècle quand les premiers colons anglais, connus sous le nom de pèlerins, débarquent du Mayflower à Plymouth dans le Massachusetts en 1620. Après une première année difficile marquée par la famine et la maladie, les colons doivent leur survie aux Amérindiens, les Wampanoags, si je dis ça bien, qui partagent avec eux des dindes sauvages et les aident à cultiver du maïs et autres fruits et légumes locaux. L'automne suivant, en 1621, les pèlerins et les autochtones célèbrent une récolte abondante en organisant un grand festin qui va durer 3 jours. Ce festin symbolise l'unité et le partage, et au fil des années, Thanksgiving évolue, et il faut attendre 1963, en pleine guerre civile américaine entre les États du Nord et les États du Sud, pour qu'Abraham Lincoln, président des États-Unis, fasse de Thanksgiving une fête nationale, exprimant de cette manière le désir de réunir une nation déchirée autour de l'idée de gratitude envers Dieu et envers la communauté. La date du dernier jeudi de novembre est fixée pour fêter Thanksgiving, une tradition qui perdure à ce jour et qui deviendra officiellement un jour férié en 1941. Thanksgiving fait partie intégrante de l'histoire et de la culture américaine. C'est l'occasion de réunir la famille et les amis autour d'une table bien remplie, tout en exprimant sa gratitude pour les bienfaits reçus au cours de l'année passée. En cette occasion spéciale, la famille Keller se réunit le 28 novembre 2009 pour fêter tous ensemble Thanksgiving. Les Keller, une famille qui, vue de l'extérieur, incarne le modèle parfait de la famille américaine traditionnelle, composée d'un papa, d'une maman, de 3 beaux enfants et d'un chien, vivant tous dans une grande maison avec jardin dans un quartier résidentiel sûr. La famille Keller est autant appréciée qu'enviée et considérée par tout le monde, famille, amis, voisins et collègues, comme un exemple de réussite familiale, sociale et professionnelle. Les Keller ont, pour ainsi dire, tout pour être heureux, des revenus confortables, un foyer chaleureux, un cadre de vie agréable. Ils vivent au sein d'une communauté soudée. Et tu l'auras compris, cette vie de famille idéale, parfaite, trop parfaite, ne l'est qu'en apparence. À l'abri des regards indiscrets, la réalité est tout autre. Comme dans toutes les familles, les Keller ont aussi leurs secrets. Entre manipulation, chantage, trahison et jalousie, on va découvrir ce soir comment un rassemblement familial pour célébrer Thanksgiving se transforme en une véritable tragédie. Notre histoire commence au Kansas, là où naît l'un de nos personnages principaux. James Craig Keller naît le 15 janvier 1963 à Meriden, une petite ville du Kansas. Craig est le premier fils de Wayne et Patricia Keller. Il a un frère cadet nommé Chris. Dès son plus jeune âge, pendant sa scolarité, Craig se démarque de ses autres camarades par ses capacités intellectuelles. Il est doué, il excelle dans toutes les matières, et Craig n'est pas seulement intelligent, il a tout pour lui, il est populaire, il a plein d'amis, il est drôle, il est cool, il est sportif. À la fin du lycée, il décroche une bourse d'études et intègre la Kansas State University où il étudie l'ingénierie civile. Et alors qu'il entame sa toute dernière année universitaire, il va faire la connaissance de celle qui deviendra sa femme, Karen Ettrick. Karen naît le 30 juillet 1965 à Topeka, capitale de l'État du Kansas. Elle est la fille de Paul et Sandra Ettrick. Karen est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Elle a une sœur cadette nommée Lynn et un plus jeune frère nommé Bill. Karen grandira pour devenir une belle jeune femme, douée pour la musique. Elle joue de la guitare et du piano. Brillante, elle est étudiante en première année dans la même université que Craig, et dès leur premier regard échangé, c'est le coup de foudre. Karen et Craig tombent très vite amoureux, ils ont plein de points en commun, c'est le couple goal que tout le monde admire et envie. Ils sont beaux, jeunes, ambitieux, promis à un brillant avenir. Son diplôme universitaire en poche, Craig obtient un poste d'ingénieur dans une grande entreprise
du Colorado, un poste très convoité et très bien payé. Craig est très apprécié de ses collègues et respecté dans son domaine d'activité. Grâce à sa situation financière confortable, Craig, qui est âgé de 23 ans, épouse Karen, qui est âgée de 21 ans, le 28 décembre 1986. Le jeune couple s'installe dans le Colorado où Craig travaille. Le jeune homme a une vision très claire de l'avenir, il veut réussir professionnellement, personnellement et socialement. Et dans sa quête de perfection, il veut que son épouse Karen soit toujours à ses côtés et le soutienne dans ses projets. À cette époque, Karen est très heureuse dans son mariage, elle attend son premier enfant et donne naissance à leur première fille en 1991, elle s'appelle Emily. La même année, Craig est promu directeur des services publics de la ville de Weatherford, au Texas, une opportunité professionnelle qui fait déménager la petite famille, donc au Texas. Les finances sont au beau fixe, le couple achète et s'installe dans un immense manoir. Les années suivantes naîtront les 2 derniers enfants du couple, une fille nommée Lorraine et un fils nommé Sean. Concernant les enfants du couple, Emily, la plus grande, naît le 8 avril 1991 et dès son plus jeune âge, Emily a la fibre artistique. Elle se passionne pour le chant, la danse, la musique, tout comme sa mère. Emily chante, elle joue de la guitare elle aussi. La jeune fille est de nature créative, au caractère doux et sensible. Elle est protectrice envers sa jeune sœur et son petit frère qu'elle adore. Pendant sa scolarité, Emily est populaire, sociable, toujours entourée de ses amis. En tant qu'aînée, son père a pour elle de grandes ambitions. Ses attentes sont claires. Il veut qu'elle soit l'enfant modèle, la meilleure dans tous les domaines, celle qui doit donner l'exemple à sa sœur et à son frère. Lorraine naît le 10 mai 1993, elle est plus excentrique, pétillante, drôle, joviale et rêveuse de nature, ses amis la décrivent comme vivant dans son propre monde. C'est la bonne copine que tout le monde rêve d'avoir, dira l'une de ses amies proches. Passionnée de musique, tout comme sa grande sœur Emily et leur mère Karen, les 2 sœurs montent leur propre groupe de musique avec d'autres copines. Un girls band dans lequel Emily chante et joue de la batterie, et Lorraine joue de la basse et elle chante également. Sean, le petit dernier de la famille, naît le 12 mars 1999. En tant que Benjamin et unique garçon de la famille, il est le centre de l'attention et de l'affection de ses parents et de ses grandes sœurs. Sean est le chouchou de la famille, il est choyé et gâté par tous. Et chez les Callers, puisque la musique est une affaire de famille, dès l'âge de 6 ans, Sean joue déjà de la batterie et de la basse. Et il est très doué. Aux yeux de tous, Craig et Karen forment un couple charismatique, accompli, ils ont 3 beaux enfants, ils mènent une vie privilégiée. Au sein de la petite ville de Weatherford, les Callers sont des membres clés de la communauté, appréciés et estimés de tous. Ils sont impliqués dans des œuvres caritatives. Amis, voisins, connaissances, tous pensent que Karen mène une vie de rêve. Une mère, une épouse dévouée, heureuse dans son mariage avec Craig, qui apparaît comme un bon père de famille, un bon mari, un homme sympathique, instruit et cultivé. Ce que personne ne sait bien sûr, c'est qu'au fil des années, à l'abri des regards indiscrets, derrière les portes fermées de leur sublime demeure, un manoir, Craig tombe le masque. Il exerce un contrôle total sur les membres de sa famille, maniaque du contrôle, autoritaire et dominateur. Rien ne peut être fait ou dit sans son autorisation. Derrière l'image de la famille modèle se cache une vie de famille psychologiquement violente. Craig attend de son épouse qu'elle s'occupe des enfants, que la maison soit toujours propre et rangée, le linge repassé, le dîner doit être prêt quand monsieur rentre du travail le soir. Les enfants doivent également lui obéir sans broncher. Et tout ça, dans l'esprit de Craig, c'est normal. Les rôles sont définis. Craig est le chef de famille, l'homme de la maison, c'est lui qui commande. Toute la famille vit dans un système patriarcal de l'extrême. Craig est un mari et un père contrôlant et manipulateur, et Karen, pour éviter un drame, elle s'assure que rien ne dépasse. Pour ne pas subir la colère et les sautes d'humeur de son mari, elle s'assure que chacun des besoins de Craig soit satisfait. Karen est réduite à son rôle d'épouse et de mère au foyer, et ce malgré ses diplômes universitaires. Craig ne veut pas qu'elle travaille, il la veut à la maison et à sa disposition. Ménage, les mômes, tout ça. Le contrôle qu'exerce Craig va encore plus loin. Karen n'a pas accès aux finances du couple, Craig lui accorde une allocation mensuelle, l'allocation boniche comme j'aime l'appeler. Une des conditions pour avoir droit à cette allocation, c'est que Karen doit fournir à son charmant mari tous les reçus et justificatifs du moindre dollar dépensé. Pour te donner un exemple, un jour Karen demande de l'argent pour acheter du matériel de musique aux enfants, et Craig ne veut rien savoir. Karen doit se débrouiller avec ce qu'il lui donne déjà, et comme tu le sais sûrement, les instruments de musique, ça peut coûter cher, et en soi c'est pas un problème pour Craig, mais il refuse
Ma maison, mon règlement, dit-il à la moindre occasion à sa femme et à ses enfants. Le contrôle qu'exerce Craig ne s'arrête pas là. Il met en place non seulement un couvre-feu à ses enfants, mais aussi à sa femme, qui est une adulte. Et si tu crois qu'on arrive au bout, détrompe-toi, je t'ai gardé le pire pour la fin. Craig est un tyran sexuel, il impose à sa femme des rapports forcés et humiliants. Tous les soirs, à 21h, Karen doit être à sa disposition dans le lit conjugal, et ce, peu importe ce qu'elle fait ou si elle en a envie. Il exige de sa femme qu'elle se soumette à ses envies. Pour Karen, le sexe est devenu une véritable corvée. Elle accomplit ce qu'elle croit être son devoir conjugal. Quand c'est pas ton choix, ça s'appelle un même si c'est ton mari. Karen est sous l'emprise de son époux, elle n'est pas encore prête à se détacher de lui et elle se dit qu'elle ne veut pas briser la vie de famille qu'ils ont construite. Karen est devenue prisonnière de sa relation avec Craig et c'est seulement au bout de 20 ans de mariage qu'elle finit par se confier à sa sœur Lynn. Mon mariage est un désastre. Au fil des années, Craig a complètement changé. Il n'est plus l'homme que j'ai épousé. Je ne peux rien faire sans son autorisation et il contrôle et supervise tous les aspects de notre vie. Choquée par ses confidences, Lynn, sa sœur, lui demande pourquoi elle ne quitte pas Craig. Et comme tu le sais, c'est jamais évident de partir quand on est dans cette situation. Je continue de faire ce qu'il me demande, explique Karen, uniquement pour maintenir la paix dans ma famille. Karen, qui était de nature joviale, généreuse et souriante, elle est maintenant isolée, négligée et piégée dans cette vie conjugale. Elle cherche un exutoire, un moyen de fuir, juste quelques heures par jour. Et cette échappatoire, elle la trouve à la salle de sport, au Powerhouse Gym, à Weatherford, pendant que les enfants sont à l'école et que Craig est au travail. Karen se sent libre pour la première fois depuis des années, elle pratique enfin une activité rien que pour elle. Elle sait pertinemment que Craig ne paiera pas pour son inscription à la salle de sport, donc elle s'organise, elle met à profit son talent de pâtissière. Son idée ingénieuse, c'est de préparer des cookies et autres biscuits qu'elle revend pour récolter un peu d'argent et payer elle-même son abonnement à la salle. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Craig la laisse faire, mais avec Craig, attention, il y a toujours une condition. Tu dois être rentré à la maison avant moi et tout doit être prêt à mon arrivée. Karen se donne à fond dans ses entraînements, elle est déterminée, elle améliore sa condition physique et aussi son mental, elle retrouve confiance en elle. Désireuse d'apprendre, elle développe de nouvelles compétences et finit par être embauchée comme coach fitness dans sa salle de sport. Ah, elle était déterre, la Karen. Au fil du temps, Craig voit le changement de comportement chez sa femme. Physiquement, elle est en super forme, mentalement, elle est plus sûre d'elle. Karen est en train, doucement mais sûrement, d'échapper à son contrôle. Elle est prête à tous les compromis et après d'interminables négociations, Craig l'autorise à travailler, tant que ça n'affecte pas le quotidien de la maison. Et c'est à la salle de sport que Karen fait la rencontre d'une femme qui changera à jamais le cours de la vie de tout le monde. Cette femme, c'est Sunny Reese, coach fitness et donc collègue de Karen. Les deux femmes deviennent très vite inséparables, de simples collègues au départ, puis elles deviennent amies, puis elles commencent à entretenir une relation beaucoup plus intime. Des sentiments amoureux naissent entre elles, des sentiments tout nouveaux pour Karen qui n'avait jusqu'à présent jamais eu de relation avec une femme. Sunny offre à Karen quelque chose qu'elle ne connaît plus dans son mariage, de l'amour, de la compassion, de la considération, du respect. Dans les bras de Sunny, Karen se sent aimée, valorisée et comprise. Elle sait que Craig a toujours un œil sur ses activités et au lieu de lui cacher cette liaison, elle joue franc jeu avec lui. « Craig, je fréquente une femme et je ne veux pas te le cacher », lui dit-elle. Et là où on aurait pu s'attendre à une scène, une confrontation, une dispute, au plus grand étonnement de Karen, son mari ne voit pas Sunny comme une menace, il approuve et encourage même cette relation. Il a une idée derrière la tête cependant. Il a l'espoir que cette relation extra-conjugale de sa femme mène à un plan A3 dont bien sûr il veut faire partie. « Je t'ai donné cette vie, tout ce que tu l'as obtenu grâce à moi, dit-il à Karen. Je te laisse avoir cette liaison, alors tu dois convaincre Sunny pour un plan A3. Sa femme, prendre du plaisir sans lui, c'est juste hors de question. Craig y voit l'occasion de pimenter leur mariage et, dans son esprit, Sunny n'est que la collègue de sa femme, tout au plus une camarade de jeu sexuel. Pendant des semaines, il va insister, il va envoyer des SMS érotiques, des fleurs et des cadeaux à Sunny pour qu'elle accepte ce plan A3. Les deux femmes vont finir par refuser la proposition sexuelle de Craig et quand il comprend enfin que ce ménage à trois ne verra jamais le jour et que Karen et Sunny continuent à être intimes sans lui, il le voit comme un affront à sa virilité. Ce qu'il a encouragé et accepté s'est retourné contre lui et à mesure que la relation entre Karen et Sunny se renforce, Craig devient extrêmement jaloux. Il se donne pour mission de séparer les deux femmes, cette relation doit s'arrêter.
Frustré et en colère, Craig va intensifier son contrôle sur Karen, il espionne ses moindres faits et gestes, il surveille ses allées et venues, mais Karen, qui s'est détachée progressivement de son emprise, aujourd'hui elle n'a plus peur de lui. La seule raison pour laquelle elle vit encore avec lui, c'est uniquement pour ne pas perturber les enfants. Les semaines passent, Karen et Sonny se fréquentent toujours. Décidé à mettre un terme définitif à cette relation, Craig fait déménager toute sa famille dans l'unique but d'éloigner sa femme de son amante. Craig décroche un nouveau poste en tant que directeur du département des eaux à Columbia, dans l'état du Missouri. Columbia, Missouri, Weatherford, Texas, il y a à peu près 1000 km. À ce moment précis, Craig pose un ultimatum à sa femme. C'est soit lui et les enfants, soit Sonny. Craig domine la situation. Pour Karen, la maman aimante et dévouée, il est inimaginable de laisser ses enfants vivre loin d'elle. Le cœur lourd, elle fait le choix de suivre sa famille dans le Missouri, laissant derrière elle la femme qu'elle aime. Le stratagème de Craig fonctionne et toute la famille s'en va vivre dans le Missouri, mais pour les deux femmes, loin des yeux ne signifie pas loin du cœur, bien au contraire. Karen et Sonny entretiennent une relation à distance. Email, SMS, appels FaceTime, des rendez-vous furtifs à mi-chemin sont leur lot de consolation. La distance va solidifier et intensifier leur amour. En temps normal, c'est le contraire qui se passe dans une relation à distance. Craig, qui est toujours aux aguets, finit par découvrir la situation. Enragé, il va casser le téléphone portable de Karen. Commence alors pour Karen des mois de souffrance psychologique. La situation empire pendant la fête du Nouvel An, le 31 décembre 2008. Craig et Karen se rendent au Texas chez un couple d'amis pour fêter le réveillon. Plusieurs invités sont présents et parmi eux se trouve Sonny. Heureuse de se retrouver, Karen et Sonny se mettent à part du groupe, elles discutent sur le canapé et vu leur proximité, il est évident pour les invités que quelque chose se passe entre elles. D'ailleurs, ils vont même les voir s'embrasser. Leur secret est dévoilé au grand jour, Craig se sent humilié devant tous leurs amis, il explose de rage, il s'en prend violemment à sa femme, Sonny riposte, une bagarre générale éclate, même les autres invités interviennent. Après cet incident, en janvier 2009, Sonny envoie ce mail à Craig. Tu ne peux pas menacer ou humilier Karen comme tu le fais. Karen reste seulement avec toi parce qu'elle pense que pour le moment, c'est le mieux à faire pour les enfants. Elle ne t'aime pas, Craig. Signé Sonny. Et t'imagines bien que cet email ne va pas arranger les choses. L'incident du 16 mars 2009 le prouve. Craig est arrêté pour violence conjugale. Pendant une dispute, il agrippe violemment Karen et la blesse. Il l'empêche de quitter la maison. Cet événement, c'est le point de non-retour pour Karen, le point de rupture. Elle porte plainte contre son mari, chose qu'elle s'était toujours refusé de faire jusqu'à présent. Mais pour sa propre sécurité, elle le fait et elle quitte définitivement Craig. Elle emmène avec elle les enfants pour retourner vivre dans son Kansas natal, près de sa famille. Lors de sa déclaration à la police pour violence domestique, Karen dit aux officiers: au fil du temps, il est devenu évident que Craig est un homme qui doit tout contrôler. J'ai appris en cours de route qu'il est capable d'utiliser la force pour résoudre les problèmes. J'ai trouvé comment éviter que les choses ne deviennent difficiles. Quand l'argent était un problème, je ne lui disais pas combien coûtaient les vêtements pour les enfants ou le prix des courses. Quand il s'agissait de sexe, j'ai décidé qu'il était plus facile de lui donner ce qu'il voulait chaque soir plutôt que de refuser. Les rares occasions où je refusais, il devenait méchant et utilisait la force. J'ai tout le temps peur que la situation dégénère au point où quelqu'un soit gravement blessé. Fin de citation. Courant mars 2009, Karen demande le divorce, mais Craig ne l'accepte pas. Il va passer des heures à contacter toute la famille et les amis de Karen pour leur demander de la convaincre de rester auprès de sa famille, de ne pas divorcer. Il leur explique que Karen perd la tête, qu'elle a l'intention de le quitter pour une femme, mais cette stratégie ne fonctionne pas, il n'obtient pas le soutien des proches de Karen. Désespéré, il comprend à ce moment-là qu'il est trop tard pour la récupérer. La procédure de divorce est bien lancée, Karen n'est ni intéressée par la maison, ni par la fortune de son mari. Tout ce qu'elle souhaite, c'est obtenir la garde des enfants. Craig, de son côté, il se considère comme victime. Il est victime de la trahison de sa femme, et alors qu'il était au sommet, la chute est douloureuse. Âgé de 48 ans, Craig perd pied. Il est tellement distrait par l'échec de son mariage que ça va compromettre son travail. Des collègues rapportent qu'il passe en revue de vieux albums de famille de manière obsessionnelle et pendant ses heures de bureau, négligent dans son travail, il commet plusieurs fautes au point de se faire renvoyer en septembre 2009. Craig se retrouve sans famille, sans travail et il est même contraint de retourner vivre chez ses parents dans le Kansas. Tout au long de l'année 2009, Craig est obsédé par l'idée
de se venger. Il se sent trahi, humilié, il nourrit un profond ressentiment envers sa femme. Au cours des mois qui vont suivre, il va discrètement se faufiler chez Karen pour installer des caméras et un logiciel espion sur l'ordinateur de son ex-femme. Pendant des semaines, il va traquer et espionner Karen, il va aller jusqu'à crever les pneus de sa voiture et arracher les câbles de télécommunication à l'extérieur de la maison de son ex-femme. Pendant la procédure de divorce, Craig ne demande à voir que son fils Sean, âgé de 10 ans. Il ne cherche pas après ses filles, elles sont désormais adolescentes. Il coupe les ponts avec elles, avec Emily et Lorraine, parce qu'elles ont simplement dit à leur père qu'elles acceptent la relation entre leur mère et Sonny. Elles sont heureuses de voir leur mère enfin heureuse. Et ça va mettre Craig dans tous ses états. Elles m'ont laissé tomber, dit-il à son frère, elles ne sont que des cadavres pourris. Hashtag Craig, daron de l'année. Légalement séparé en octobre 2009, Karen obtient la garde des enfants. Quant à Craig, il obtient un droit de visite et doit verser une pension alimentaire de 3 000 $ par mois pour les enfants, pension alimentaire qu'il ne paiera pas. Et malgré ça, Karen est confiante, elle est persuadée qu'une solution peut être trouvée. Les fêtes de fin d'année approchent, Craig est de plus en plus amer et en colère. Ses parents en deviennent même inquiets pour sa santé mentale, ils essaient de le soutenir, mais Craig refuse leur aide. Il dira à son père « J'ai tout perdu, il ne me reste que la rage ». Peu de temps après, Craig confie à son frère « Je pourrais bien m'en sortir dans un éclat de gloire ». Alors qu'est-ce que ça veut dire j'en sais rien. Dans son esprit, ça ne peut pas se terminer comme ça. Karen qui refait sa vie, qui obtient la garde des enfants et qui est heureuse en ménage avec Sonny, alors que lui est au fond du trou. On arrive à la fête de Thanksgiving le 28 novembre 2009. On est en fin d'après-midi. Karen va récupérer Sean qui a passé la journée avec son père chez ses grands-parents. Karen et ses enfants doivent se rendre chez Dorothy White, la grand-mère de Karen, pour le dîner de Thanksgiving. Dorothy a 89 ans, elle vit seule dans sa ferme, calme et paisible au milieu des chevaux dans la petite ville de Burlingame au Kansas. Arrivée chez Dorothy, l'atmosphère est chaleureuse, la maison est décorée pour l'occasion. Dorothy est ravie d'accueillir sa petite fille et ses arrière-petits-enfants. Karen et Dorothy s'affairent en cuisine, elles préparent la traditionnelle dinde rôtie et une tarte à la citrouille. Et alors que la famille s'apprête à passer à table, Karen, Dorothy, Emily, Lorraine et Sean sont loin d'imaginer le carnage qui va suivre. Vers 18 h, un intrus pénètre dans le domicile de Dorothy. L'homme armé fait irruption dans la cuisine et sans la moindre hésitation, il tire plusieurs coups de feu sur Karen. Dorothy intervient, elle appelle le 911. Dans cet appel déchirant, on l'entend hurler d'effroi et de panique. Dorothy reçoit à son tour plusieurs coups de feu. L'homme s'en prend ensuite à Emily, cachée derrière le canapé, puis à Lorraine, qui s'est réfugiée à l'étage. Au total, le tueur tire 7 coups de feu avec une telle précision que les 7 coups atteignent leur cible à chaque fois. Sean, qui assiste à la tuerie, court prévenir les voisins, qui appelleront aussi les secours. La police, alertée qu'une fusillade est en cours, se met immédiatement en route. Nathan Purling, l'adjoint du shérif qui est en patrouille, est le premier à arriver sur les lieux du massacre. Les secours dépêchés sur place constatent une scène horrible, rien n'aurait pu les préparer à ça. La première victime découverte, c'est Dorothy. Elle est assise sur une chaise de la salle à manger, encore consciente malgré les 2 balles reçues. Elle saigne abondamment. Les balles ont atteint son avant-bras et son abdomen. La quantité de sang qu'elle a perdu est impressionnante, déclare l'adjoint du shérif Nathan Purling. Ensuite, les officiers trouvent le corps de Karen sur le sol de la cuisine. Elle gît dans une mare de sang. Elle a reçu 2 balles, une dans le dos et une à la jambe. L'horreur continue à quelques pas derrière le canapé du salon où Emily a désespérément tenté de se cacher. L'adolescente est retrouvée morte de 2 balles dans la poitrine. Signe de la violence de l'attaque, il y a des projections de sang sur les murs, les plafonds, les meubles. Plusieurs douilles de balles sont retrouvées. Lors de l'autopsie du corps d'Emily, on constate qu'une balle a traversé sa main, signe qu'elle a essayé de se protéger. Et le cauchemar ne s'arrête pas là. Les officiers entendent alors une voix provenant du premier étage. L'adjoint du shérif Nathan Purling raconte « J'ai entendu cette voix très faible appelant à l'aide, dit-il. Dans une chambre à l'étage, Lorraine, qui a reçu une balle dans le dos, appelle à l'aide. La longue traînée de sang indique que la jeune adolescente est en train de se vider de son sang, une plaie béante sur sa poitrine et du sang qui coule de sa bouche. L'échange entre Lorraine et l'adjoint du shérif est enregistré. Les officiers de police du comté d'Osage portent régulièrement des micros lorsqu'ils interviennent sur les scènes de crime. Cet échange
et glaçant, Lorraine répète à plusieurs reprises qu'elle ne veut pas mourir. « S'il te plaît, sauve-moi, s'il te plaît, garde-moi en vie. » Hold on, don't move. I know, don't move. I don't want to die. We're gonna take care of you, okay? Make me alive. L'adjoint du shérif tente de la réconforter, et lorsqu'il la questionne sur l'auteur des faits, Lorraine répond « Craig ». « Qui est Craig ?» lui demande l'officier, et Lorraine répond « C'est mon père ». Malgré son état, dans son dernier souffle, Lorraine identifie son père comme l'auteur de ce massacre. Elle est transportée dans un état critique à l'hôpital, et malheureusement, quelques instants après son arrivée, son décès est prononcé. Nathan Purling dira à ce propos « Elle a été incroyable, une véritable héroïne. Je ne peux pas imaginer le niveau de douleur qu'elle ressentait, émotionnellement et physiquement. Je l'ai prise dans mes bras pour qu'elle ne se sente pas seule. » Quant à Dorothy, elle est aussi transportée à l'hôpital dans un état critique avant de tomber dans le coma. Elle identifie également Craig comme le tireur et elle décédera quelques jours plus tard. Ces 3 générations de femmes ont été les victimes de la folie meurtrière d'un homme qui n'a pas accepté la séparation avec sa femme. Sans la moindre hésitation, Craig a abattu froidement ses propres filles. La police prend en charge le jeune Sean, le seul rescapé et témoin du massacre. Il raconte à la police que lui et sa mère Karen se trouvent dans la cuisine près de l'évier quand il aperçoit son père entrer par la porte arrière de la maison. Il a un fusil et il tire sur sa mère, explique Sean. Pris de panique, le jeune garçon sort en courant par la porte arrière. Il fait le tour de la maison pour accéder à la porte d'entrée principale. Il veut essayer de récupérer son téléphone portable pour appeler le 911. En ouvrant la porte, il entend encore plusieurs coups de feu. Effrayé, il court chez le voisin le plus proche, demander de l'aide. À l'arrivée de la police et des secours sur les lieux, le jeune garçon est tellement pétrifié qu'il ne peut même pas regarder dans la direction de la maison de son arrière-grand-mère. Sean a 10 ans au moment du drame. Craig pense avoir épargné son fils, mais ce qu'il a fait, c'est le traumatiser à vie et le priver de sa mère, de ses 2 sœurs, et de son arrière-grand-mère. La petite communauté tranquille de Burlingham, au cœur de la campagne, est sous le choc. Comment un père de famille a pu massacrer sa famille réunie pour Thanksgiving? Lors d'une interview pour une chaîne locale, l'adjoint du shérif Nathan Purling s'exprime en ces termes. « Je n'arrive pas à comprendre comment un père peut faire ça à ses enfants. Il a dû littéralement chasser l'une de ses filles, Lorraine, qui s'était cachée dans la maison pour l'abattre. » Minutieusement, une à une, Craig a abattu de sang-froid son ex-femme Karen, 45 ans, la grand-mère de Karen, Dorothy, 89 ans, et ses 2 filles, Emily et Lorraine, âgées respectivement de 18 et 16 ans. La police se lance à la recherche du fugitif. Le visage de Craig fait la une des journaux locaux. Craig s'est enfui au volant de sa camionnette qui sera retrouvée au bord d'une route grâce à l'appel d'une automobiliste. Pendant la fouille de son véhicule, la police retrouve une impressionnante panoplie, plusieurs armes à feu, un couteau, des anxiolytiques, et on retrouve également un sac à dos qui contient des vêtements de rechange, des serviettes, du savon, du papier toilette et de la nourriture en conserve. Des éléments qui pour la police démontrent que Craig avait l'intention de prendre la fuite après le massacre. Au bout de 8 heures d'intenses recherches, Craig est localisé, il est arrêté au petit matin alors qu'il vagabonde sur le bord de la route près d'un bois. Craig a l'air confus, il semble perdu. Il ne résiste pas pendant son interpellation. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est « J'ai merdé, je suis le gars que vous recherchez ». On retrouve sur lui un sac de chasse, des couteaux de poche, un revolver chargé, des gants, une lampe de poche et plusieurs centaines de dollars. Pendant son interrogatoire, Craig raconte à l'enquêteur les événements qui l'ont conduit à massacrer sa famille. « J'étais blessé et en colère contre ma femme, j'avais du mal avec toute cette situation. » Il ne nie pas les faits, il dit lui-même qu'il n'y a aucune raison qu'il puisse défendre ce qu'il a fait, et il va même justifier son geste en blâmant Sonny. « J'ai tout perdu à cause de cette femme, c'est une femme vénale et cupide, dont le seul but était de soutirer de l'argent à Karen. » Une des questions de l'enquêteur va agacer Craig. « Pourquoi avoir tué vos filles et laissé partir votre fils ?» « J'étais bouleversé, dit-il, elles ont pris le parti de leur mère. Sean, mon fils, est encore un enfant, je peux encore lui montrer le bon chemin. Lol. Le bon chemin, c'est je tue ta mère, tes sœurs et ton arrière-grand-mère. Daron de l'année. » Craig considère Sean trop jeune pour être complice de sa mère, contrairement à ses filles. Donc lui, on peut l'épargner. Pourquoi l'arrière-grand-mère y passe aussi? Ça c'est une excellente question. Au moment de cette tuerie de Thanksgiving, tout ce qui compte pour Craig, c'est de se venger. Emily, Lorraine, Dorothy et même Sean sont des victimes collatérales. Inculpé pour meurtre, la caution de Craig est fixée à 10 millions de dollars. 2 ans après le drame, le procès débute au tribunal du comté d'Osage. Craig Caller est accusé du quadruple meurtre au premier degré et de cambriolage aggravé.
Les avocats de la défense vont tenter pendant tout le procès d'éviter la peine capitale à leurs clients. Ils plaident le grand classique qui marche jamais, aliénation mentale, folie passagère, ou comment essayer de ne pas répondre de ses actes devant la justice. Les avocats de Craig, Tom, Annie et Amanda Vogelsberg, soutiennent que leurs clients souffrent de dépression nerveuse en raison de la liaison qu'entretenait son ex-femme, la perte de son emploi et de son logement. Monsieur Kaler est mentalement instable, explique un de ses avocats. Il a craqué après avoir perdu sa femme et son emploi. Ses problèmes de santé mentale sont si graves que cela prouve qu'il n'a rien prémédité. Alors si aller mal dans sa tête et dans son cœur, c'est une preuve que tu es incapable de préméditer un meurtre, des meurtres, je pense qu'il y a beaucoup de tueurs qui seraient en liberté. D'ailleurs, cette thèse est difficile à entendre pour l'accusation. La procureure générale démontre que, justement, non, Craig a minutieusement planifié les meurtres. L'accusé est un chasseur méthodique à la personnalité narcissique et égocentrique, explique la procureure. Il s'agit là d'un acte inqualifiable, d'un acte prémédité. L'accusé a eu le temps de monter dans sa voiture, de conduire jusqu'à la maison de Dorothy White, muni d'un fusil de chasse, de munitions et d'autres armes qui ont été retrouvées dans sa camionnette. Ni les cris, ni les supplications de ses filles ne l'ont arrêté. Il savait précisément ce qu'il faisait en assassinant les femmes de la famille et en épargnant son fils, avec qui il entretient une bonne relation, prouvant ainsi qu'il s'agissait d'une décision pleinement consciente de sa part. Fin de citation. C'est une magicienne, cette procureure. Une magicienne des mots. Elle a descendu toute leur défense en 3 phrases. L'expertise psychiatrique de Craig confirme les propos de la procureure. Le rapport indique que même si Craig souffre de dépression, il est en pleine possession de ses capacités mentales pendant le massacre. Craig est décrit par le psychiatre comme un homme froid et calculateur qui n'a montré aucun remords ou repentir pour ses actes. Pendant le procès est diffusé l'appel au 911, un appel difficile à entendre. Les jurés entendent les cris et les coups de feu, et lorsque les photos de la scène de crime sont montrées, certains membres du jury se mettent à pleurer, d'autres détournent le regard tellement les images sont insoutenables. Sunny, la compagne de Karen, témoigne. Accusée par la défense d'être à l'origine de la séparation du couple, elle explique « J'ai voulu protéger Karen de son mari. Karen avait peur de lui, son divorce l'a libérée d'un mariage abusif, elle a vécu tant d'années auprès d'un homme violent qui contrôlait tout, Craig la maltraitait constamment, il n'a pas supporté qu'elle le quitte. Les preuves contre Craig sont accablantes et ce qui va finir par définitivement l'incriminer, c'est le témoignage de son propre fils Sean, âgé de 12 ans au moment du procès. Sean est le seul survivant et le seul témoin du massacre. Il raconte courageusement à la cour ce qu'il s'est passé ce fatidique week-end de Thanksgiving. J'ai vu mon père entrer et tirer sur ma mère, ensuite j'ai vu ma mère s'effondrer sur le sol. Elle tenait sa jambe à cause des tirs, puis j'ai entendu un grand bruit. J'ai couru hors de la maison pour chercher de l'aide. Malgré l'horreur qu'il a vécue, dans un émouvant discours, il dira « Je ne veux pas que mon père reçoive la peine de mort parce que ce serait dur pour mes grands-parents. Je ne veux pas que toute ma famille meure. » Un gosse de 12 ans. Toutes les personnes présentes félicitent Sean pour son témoignage, un enfant courageux et bien plus mature pour son âge, dira l'un des membres du jury. À l'issue du procès, le 25 août 2011, après seulement 2 heures de délibération, le jury reconnaît à l'unanimité Craig coupable du quadruple meurtre au premier degré. Il est condamné à la peine capitale. Au moment du verdict, Craig ne montre ni remords, ni regret, ni culpabilité. À aucun moment il ne demande pardon pour les atrocités commises. La procureure qualifie son comportement d'extrêmement dérangeant. Monsieur Kaler n'a jamais montré de remords ou de signes de tristesse, c'était presque un sentiment d'accomplissement pour lui. On a pu le voir sourire et marmonner des commentaires sarcastiques pendant tout le procès. Quand le juge Philippe Fromm lui demande s'il veut s'adresser à la famille des victimes, il répond non et il demande à quitter la salle pour ne pas écouter leurs déclarations. Le juge lui ordonne de rester à sa place et d'écouter. Dans un déchirant discours, Sandra, la mère de Karen, déclare « Je rejouerai toute ma vie encore et encore cette nuit effrayante dans mon esprit, comme si je regardais une vieille bobine de film, et quand j'arrive à la fin, j'essaie tellement de réécrire l'histoire, mais il n'y a pas d'option. Ma mère, ma fille, mes petites filles m'ont été sauvagement enlevées. » Alors que Craig, menotté et sous bonne garde, quitte la salle d'audience, il demande en criant à ses parents de prendre soin de Sean pour qu'il ne soit pas élevé par son ex-belle-famille qu'il qualifie de bande de monstres. Mais Craig, dans cette famille, c'est toi le monstre. Par le biais de ses avocats, Craig fait appel de cette condamnation à mort, mais la sentence est confirmée en 2018 par la Cour suprême du Kansas et en 2020 par la Cour suprême des États-Unis.
Depuis 2011, James Craig Caller est dans le couloir de la mort, détenu au centre correctionnel d'El Dorado, au Kansas. Du fond de sa cellule, il écrit des lettres à plusieurs personnes, à sa famille, aux juges, aux procureurs, et ce ne sont pas des lettres dans lesquelles il demande pardon pour ce qu'il a fait, bien au contraire, il écrit qu'il ressent un profond soulagement pour ce qu'il s'est passé, car il a pu libérer son fils Sean de l'emprise de son ex-femme. Il n'a pas compris que c'est pas comme ça qu'on demande une libération, en fait. Sean, orphelin de mère et avec un père en prison, est placé sous la protection de l'État avant d'être confié à la garde de ses grands-parents maternels. Aujourd'hui, adulte, Sean vit et travaille au Kansas. Le dernier rebondissement de cette affaire date de cette année en janvier 2023. Âgé de 60 ans, Craig fait une nouvelle fois appel de sa condamnation à mort. Cette fois, c'est son dernier recours. L'appel de la dernière chance. L'audience pour statuer son recours est prévue pour la fin de l'année. Bon, il est peu probable que ça aboutisse à quelque chose, mais sait-on jamais, je te tiens au courant en description ou en commentaire épinglé dès que j'en sais plus. Ce que je sais en tout cas, c'est que peine de mort ou prison, Craig va mourir derrière les barreaux, enfin, très probablement, derrière les barreaux dans une prison qui s'appelle El Dorado. Qui choisit les noms des prisons en Amérique ? Je crois que j'ai rien à ajouter. Cette affaire m'a trop... Je n'ai rien à dire de plus. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci aux personnes qui sont abonnées. Et merci aux personnes qui sont membres. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.